Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la santé et sécurité au travail organisé par l'Union patronale du Var en partenariat avec la DETS, la CARSAT Sud-Est et l'AIST. Ce rendez-vous de la santé et sécurité est consacré aujourd'hui à un sujet d'actualité, à savoir les risques de glissade et de chute de plein pied en entreprise. Il s'agit de la deuxième cause d'accident du travail. Tous les secteurs d'activité et tous les métiers au sein d'une entreprise sont concernés. Mais qu'est-ce qu'une chute de plein pied? Quels sont les facteurs de risque? Quelle démarche d'évaluation peut-on engager? Quelles actions de prévention peut-on mener? Et surtout, quelle articulation avec le DUER? Beaucoup de questions. Et pour y répondre, nous avons réuni notre équipe d'experts, que je remercie. Alors, nous avons aujourd'hui Emmanuel Joly pour la DETS, dire l'acronyme quand même, Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités du Var, Isabelle Compiègne et Thomas Bonzon de la CARSAT Sud-Est et Frédéric Fontaine de l'AIST 83. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions qui seront traitées plutôt en fin de webconférence. Et je passe la parole à Isabelle Compiègne. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je précise, Thomas Bonzon, c'est un de nos collègues CARSAT Languedoc-Roussillon qui nous fait le plaisir de nous accompagner voilà, sur les terres varoises pour ce sujet sur les problématiques de chute de plein pied. Alors, on a un sujet qui est très vaste sur les chutes de plein pied, qui peut paraître un risque totalement anodin pour les entreprises, mais qui en fait révèle un certain nombre de facteurs de risque qui très souvent sont sous-évalués, mais qui en fait font partie des pistes d'action à mettre en œuvre. Alors, concernant les chutes de plein pied, on va d'abord faire un focus sur l'accidentologie et sur les impacts au niveau des entreprises. Quand on parle des chutes, il y a différentes chutes qu'on peut observer dans les entreprises et au sein de l'assurance maladie, elles sont distinguées. Il y a ce qu'on qualifie des chutes de plein pied et c'est l'objet de notre webinaire de ce matin. Il y a également les chutes d'escalier et les chutes de hauteur. Alors, cela pourra faire partie d'un autre webinaire, bien évidemment, parce que c'est aussi un sujet très vaste en matière d'action de prévention. Lorsqu'on fait le point sur les chutes, on s'aperçoit que les chutes, d'une manière générale, représentent toujours 20% des accidents du travail, que ces accidents du travail génèrent 24% des jours d'arrêt, bien évidemment, et que ça concerne 25% des dépenses en matière de réparation par rapport aux accidents du travail. Ces 25%, c'est plus d'1 milliard d'euros qui sont au titre des cotisations au niveau des entreprises. Quand on regarde de plus près le poids de ces différentes catégories de chutes, on s'aperçoit que c'est les chutes de plein pied qui à la fois représentent la plus grande part, à la fois dans le nombre d'accidents du travail, on voit que c'est 58%, mais également dans le nombre de jours d'arrêt, c'est 54%, mais également dans les dépenses. Donc, la chute de plein pied reste une chute qui est particulièrement onéreuse pour les entreprises, aussi bien en termes de jours d'arrêt qu'en termes de dépenses. En bref, en 2019, sur les 125 000 accidents du travail liés aux chutes, 73 080 sont des chutes de plein pied. Ça veut dire que sur 10 accidents liés aux chutes, 6 sont des problématiques de chute de plein pied. Donc, on voit bien le poids de cette problématique. Si on continue un petit peu dans les chiffres et qu'on parle des coûts de ces chutes, il faut savoir qu'un accident du travail coûte en moyenne 2 900 € pour une entreprise. Alors que quand on est sur les chutes, le coût moyen d'une chute en entreprise, c'est 3 700 €. Alors, on s'aperçoit également que ce coût n'est pas le même en fonction d'une chute de hauteur qu'une chute de plein pied. Une chute de plein pied coûte pour une entreprise à peu près 3 500 €, alors qu'une chute d'escalier 3 600 et une chute de hauteur 4 400 €. Le fait que la chute de hauteur soit beaucoup plus onéreuse s'explique par la gravité, bien évidemment, du dommage à la suite de la chute. Si on continue un petit peu dans les coûts, on sait que là, on parle des coûts directs, c'est ce que vous retrouverez essentiellement au travers du taux de cotisation, mais il faut également introduire les coûts indirects liés à une chute, bien évidemment, qui vont comprendre la gestion de l'absentéisme, le remplacement, la désorganisation, et on sait très bien dans la littérature que les coûts indirects représentent 3 fois le coût direct de nos accidents. Si on continue un petit peu sur la durée d'un arrêt lié à une chute, la durée moyenne d'un accident du travail aujourd'hui est de 58 jours, alors que la durée moyenne d'un accident du travail dit chute, c'est 73 jours. Donc, on est sur des arrêts plus longs lorsqu'on est sur la problématique des chutes. Bien évidemment, c'est ce que je disais un peu en introduction, la chute de plein pied est souvent anodine pour l'entreprise, mais souvent révèle une certaine gravité. 15% des chutes de plein pied occasionnent des incapacités permanentes qu'on va qualifier de graves. Grave, ça veut dire qu'on a une IPP qui est supérieure à 10%.
Donc, cela montre bien la nécessité de travailler sur la problématique. En 2019, 95 décès sont liés à des chutes. Mais sur ces 95 décès, 32 sont liés à des chutes de plein pied. Donc, même tomber de sa propre hauteur peut provoquer le décès. Pour terminer sur les quelques chiffres, sur les accidents du travail liés aux chutes, dans 50% des cas, et après analyse des déclarations d'accidents du travail, on s'aperçoit que les chutes de plein pied sont occasionnées essentiellement par les caractéristiques du sol. Alors, d'une part, les sols, ça peut introduire la problématique des trous, des bordures, de la présence de petites marches, mais également tout ce qui peut être des éléments de glissance au niveau du sol, notamment la présence d'eau, par exemple. Mais dans les cas aussi de ces accidents du travail, on retrouve beaucoup les problématiques d'encombrement de l'allée, de la voie. Donc, on voit déjà ici se dessiner des pistes d'action autour de la problématique des chutes. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez Thomas Bozon qui va vraiment intervenir sur la problématique de la glissance des sols, sur la problématique du nettoyage, mais également sur la problématique des chaussants. Alors, qui est concerné par les chutes de plein pied, mais les chutes d'une manière générale? Sur les chutes de plein pied, on retrouve beaucoup cette problématique dans le secteur sanitaire et médico-social, que ce soit l'aide à domicile, mais également l'aide en hébergement, comme les EHPAD, mais également dans les activités des agences de travail temporaire. Mais vous me direz, ce n'est pas au sein de l'agence de travail temporaire que se retrouve la chute, c'est bien les intérimaires qui sont exposés aux chutes au niveau des entreprises utilisatrices. Et puis, on va retrouver également la problématique des chutes dans les commerces, alors que ce soit la grande distribution de manière générale. Et puis, bien évidemment, un autre sujet, la restauration. Sur les chutes de hauteur, on va plutôt les retrouver dans le secteur du bâtiment, dans le transport routier. Ça, vous connaissez un petit peu aussi ces activités. Et les chutes d'escalier plutôt dans l'aide à domicile et les activités de nettoyage. Ce qu'on constate également dans l'analyse des accidents du travail, c'est que les chutes touchent plus fortement des entreprises de taille moyenne, notamment tout ce qui concerne les effectifs de 30 à 49 salariés. Et les chutes de plein pied concernent majoritairement des salariés de plus de 40 ans. Alors ça, ce sont des données qui sont issues des accidents du travail. L'idée, ce n'est pas de faire des raccourcis aussi rapides. Ce n'est pas parce que plus je suis âgé, plus je tombe, même si c'est une problématique plutôt de santé publique. Mais néanmoins, ce sont des éléments qui sont révélés par l'analyse des accidents du travail. Voilà pour les quelques chiffres. Je laisse maintenant le soin à Emmanuel Joly de vous parler de l'aspect réglementaire autour des chutes. Merci Isabelle et bonjour à toutes et à tous. Donc au titre et au nom de la DETS, donc la Direction départementale Emploi, Travail et Solidarité, comme l'a indiqué Monsieur le maire, donc l'inspection du travail pour faire court. Donc je vais vous présenter le cadre juridique de notre sujet du jour sur le risque de glissade et le risque de chute de plein pied. Donc important de poser ce cadre juridique pour avoir un certain nombre de repères législatifs et réglementaires desquels vont découler la responsabilité, donc les obligations et en particulier de l'employeur et des éventuelles mises en cause dans ce cadre-là. Puisqu'en seconde partie de webinaire, nous irons plutôt sur effectivement les mesures de prévention concrètes, mais il est important de connaître le cadre légal dans lequel on évolue. Bien évidemment, le risque de glissade et le risque de chute de plein pied va s'intégrer dans la prévention générale des risques professionnels, donc dans ce dispositif général que tout un chacun devrait avoir à l'esprit, mais qu'il est toujours bon de rappeler, et notamment aux articles que je cite, donc L41, 21.1 et suivants du Code du travail, et qui vont fixer un certain nombre de dispositifs qui permettent de prévenir les risques professionnels et qui, bien évidemment, vont s'appliquer aux risques qui nous intéressent aujourd'hui. Et en premier lieu, donc, ces articles du Code du travail vont nous donner les principes généraux de prévention avec une priorité donnée, et qu'il est toujours bon de rappeler, à la prévention primaire. Prévention primaire qui signifie qu'au départ, nous devons toujours s'attacher à éviter ou à diminuer les risques. Donc, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, avant de penser d'équiper les salariés en chaussures antidérapantes, même si c'est important et on le verra en seconde partie, il faut se poser la question au départ, comment est-ce qu'on peut éviter le risque de glissade? Donc, par rapport à la conception des locaux, par rapport à un certain nombre d'organisations, de mesures d'organisation du travail, on le reverra également. Ces articles du Code du travail nous rappellent également l'importance de la démarche d'évaluation des risques professionnels sur laquelle je reviendrai un peu plus précisément.
et bien évidemment sur la mise en œuvre des mesures de prévention qui doivent être appliquées pour prévenir ces risques-là. Et au final, un certain nombre de dispositions qui vont également confier à l'employeur le soin de mettre en œuvre ces mesures de prévention. Alors, à l'employeur en priorité, mais aussi sur le maître d'ouvrage lorsqu'on abordera la conception des locaux. À ce cadre général, ce dispositif général de prévention des risques qui va s'appliquer à tous les risques professionnels dans l'entreprise, il existe un certain nombre de dispositions, alors qui ne sont pas pléthores dans le Code du travail, mais on a quand même plusieurs règles qui sont fixées par les textes sur la prévention du risque de glissade ou le risque de chute de plein pied. Et bien évidemment, et à la base, s'agissant des lieux de travail. S'agissant des lieux de travail à deux niveaux, tout d'abord à la conception même des locaux de travail, on a un certain nombre de règles qui vont s'appliquer afin de prévenir ce risque-là. On peut citer notamment, et on y reviendra sans doute dans la présentation aujourd'hui, le R412 14-3 qui nous dit « Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous, de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants. » Vous voyez, dès la conception des locaux, on doit s'attacher à prévenir ce risque-là lorsqu'on prévoit de construire des locaux de travail. Donc, à la conception des locaux, mais aussi à l'utilisation des locaux de travail. Et c'est là qu'on va plutôt viser la responsabilité de l'employeur, donc aux articles que vous voyez là sur la diapositive, donc aux articles R42-24-1 et suivants du Code du travail. Et je citerai un seul article qui me paraît le plus important, le R42-24-3 du Code du travail, qui nous dit « Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puissent se faire de manière sûre. » Donc, vous voyez, une disposition relativement large, mais qui renvoie à l'employeur la responsabilité d'assurer une circulation sûre des piétons et des véhicules. Puis, quelques dispositions qui vont intéresser moins directement le risque de chute et de glissade que l'on vient de voir, mais qui vont avoir une incidence quand même sur la prévention du risque, notamment les dispositions relatives à l'éclairage des lieux de travail. Évidemment, lorsque les lieux de travail sont mal éclairés, il y a un risque accru de risque de chute. S'agissant également des règles relatives à l'évacuation du personnel en cas d'incendie ou en cas de nécessité de sortir rapidement du lieu de travail. Des dispositions, et là, c'est un point très important s'agissant de la prévention du risque de glissade ou de chute de plein pied, c'est la formation à la sécurité. Donc, on a beaucoup de dispositions sur la formation à la sécurité des salariés en entreprise, mais c'est particulièrement important sur ce risque-là, puisque, comme l'a dit Isabelle, c'est un risque qui est mal appréhendé en entreprise. C'est plutôt, on va dire, anodin. On pense qu'un risque de chute de plein pied, c'est pas très grave, et finalement, on l'oublie un peu. Donc, il est important de faire prendre conscience à l'ensemble de la communauté de travail et les salariés en priorité de l'existence de ce risque. Et donc, la formation est particulièrement importante sur ce point. Et puis, quelques dispositions spécifiques au chantier de BTP, où on a un certain nombre de règles qui vont également prévenir le risque de chute, et notamment liées à l'encombrement du chantier, liées aux voies de circulation, etc., qui doivent être particulièrement suivies, puisqu'on est sur des lieux qui changent constamment. Et donc, au-delà du risque de chute de hauteur qu'on connaît bien dans le BTP, ne pas oublier ce risque de chute de plein pied ou de risque de glissade dans le bâtiment. Et enfin, pour terminer, sur l'ensemble du corpus réglementaire, on va dire, qui entoure la prévention du risque, un certain nombre de recommandations sur lesquelles on reviendra sans doute au cours de cette présentation. Donc, une recommandation R462 du Comité technique national services, commerce et industrie de l'alimentation qui donne un certain nombre de bonnes pratiques sur la prévention du risque de chute et de glissade. Des recommandations qui n'ont pas force obligatoire, mais en cas d'accident de travail notamment, pourront avoir des conséquences juridiques importantes en termes de responsabilité. Et puis un certain nombre de normes sur lesquelles notre collègue de la CARSAT reviendra sans doute également. Comme je l'ai indiqué, la démarche d'évaluation des risques
fait partie du dispositif général et il est important, nous semble-t-il, de revenir sur cette obligation dans le cadre de la prévention du risque de glissade et de risque de chute de plein pied. Quelques notions générales, mais appliquées à ce risque en particulier, et de redire quels sont les objectifs de l'évaluation des risques professionnels. Deux objectifs principaux. Premier objectif, bien évidemment, d'identifier les risques de chute de plein pied, et on y reviendra également dans cette séquence de façon plus précise. Risques de chute de plein pied qui vont être liés tant aux dispositions techniques, et ça c'est ce qu'on voit plus facilement, on va dire, ce qui va être lié au cadre physique, à l'ambiance physique du travail, et donc on identifie plus facilement, j'ai envie de dire, sur la nature des sols, etc. Mais aussi de ne pas oublier tout ce qui est lié aux dispositions organisationnelles. Et là, c'est un point important qu'il convient de regarder et qui est souvent oublié dans l'évaluation des risques, notamment voilà, sur une coactivité, sur des demandes particulières qui sont faites, qui vont entraîner des précipitations dans la réalisation et dans les déplacements et qui peuvent induire des risques de chute. Et bien évidemment, cette évaluation des risques, son objet, c'est d'aboutir à la définition et la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions de prévention qui seront détaillées également en deuxième partie de présentation. S'agissant de notre risque auquel on s'attache aujourd'hui, cette évaluation doit regarder un certain nombre de conditions particulières. Et la première est de réaliser une analyse des lieux de travail, bien évidemment, puisque ce seront les déterminants essentiels de la prévention des risques, mais de ne pas oublier le contexte de travail, comme je vous l'indiquais, sur les dispositions organisationnelles. Donc, d'avoir une appréhension globale des situations de travail, hein, de bien réfléchir globalement sur l'ensemble des interactions qui peuvent se dérouler. Et de ne pas oublier également, dans cette évaluation des risques, les espaces extérieurs, et y compris en dehors de l'enceinte de l'entreprise. Parce que les salariés sont appelés à se déplacer à l'extérieur des locaux, mais à l'extérieur même de leur entreprise. Et cette évaluation des risques doit prendre en compte cette dimension et de ne pas oublier non plus les situations exceptionnelles, type conditions météorologiques, pluie, neige, etc. Et comme l'a dit aussi Isabelle, de veiller à faire un retour systématique sur les accidents qui se sont produits à l'occasion d'une chute de plein pied ou de glissade et les presque accidents, qui vont permettre de réévaluer les risques au sein de l'entreprise et de prendre les mesures de prévention nécessaires. Cette démarche d'évaluation des risques, et je le redirai un peu plus précisément, incombe à l'employeur, mais il ne va pas réaliser seul cette évaluation des risques, bien évidemment. Il devra s'associer les membres élus du CSE lorsque l'entreprise en est dotée, et plus spécifiquement de la commission santé, sécurité et conditions de travail si elle existe, avec un certain nombre de consultations obligatoires sur le document unique, sur lequel je reviendrai également. Et ce n'est pas noté, mais je l'ai déjà un peu dit en filigrane, les salariés doivent être associés à cette évaluation des risques, puisque d'une part, ce sont eux qui ont une vision directe de leur activité, mais c'est aussi leur faire prendre conscience de ce risque et de mieux faire appliquer les mesures de prévention. Et on souhaitait également aussi mettre en exergue l'importance du salarié, ce qu'on appelle compétent en charge de s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, donc défini aux articles L46, 44, 1 et suivants du Code du travail. Donc c'est une personne non ressource qui est désignée par l'employeur dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille et le secteur de l'entreprise, qui participe de droit au CSE, même titre que le médecin du travail. Et voilà, c'est une disposition qui aujourd'hui est peut-être encore méconnue et pas suffisamment appliquée. Et donc, c'était l'occasion aujourd'hui de redire l'importance de désigner un salarié compétent dans la matière et qui devra bien évidemment être associé à cette démarche d'évaluation des risques. Et de ne pas oublier également donc service de prévention et de santé au travail, mais notre collègue de l'AIST en redira peut-être quelques mots dans le cadre de l'évaluation des risques, bien évidemment. Cette évaluation des risques devra se traduire et devra se concrétiser dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. J'imagine que tout à chacun connaît ce document. On en reparle aujourd'hui et on met un accent dessus parce qu'on est encore loin d'atteindre les objectifs qu'on se fixe en la matière. L'entreprise n'en sont pas nécessairement encore dotées, ou en tout cas,
doté d'un document unique qui ne remplit pas tout à fait le rôle qui lui est assigné. Donc, de rappeler que depuis la loi santé au travail de 2021, on a renforcé un certain nombre de dispositifs entourant le document unique. Donc, vous lirez dans le diaporama qui vous sera mis à disposition les différentes mesures qui ont été prises concernant ce document unique d'évaluation des risques professionnels. De rappeler en particulier que celui-ci doit être mis à jour de façon annuelle dans les entreprises de plus de 11 salariés. Donc, ce qui signifie qu'une entreprise de moins de 11, il n'est pas nécessairement mis à jour de façon annuelle. Toutefois, il doit être mis à jour dès qu'on a une information nouvelle concernant l'évaluation des risques professionnels. Donc, bien évidemment, lorsqu'on a un accident de travail ou un presque accident qui se produit, on devra réévaluer ce risque et mettre en place des mesures de prévention. Donc, lorsqu'un salarié va chuter de plein pied, on devra réévaluer ce risque au sein du document unique. Et lorsqu'on aura une décision d'aménagement également, décision importante qui aura des conséquences sur les conditions de santé et sécurité, on devra également réévaluer le risque et l'inscrire dans le document unique. Donc, dès qu'on modifie les locaux de travail, nécessairement, on aura un impact sur le risque de chute et on devra le prendre en compte dans le document unique. De dire également un certain nombre de dispositions nouvelles issues de la loi santé-travail sur les durées de conservation du document unique. Vous voyez quand même les durées particulièrement importantes. Et sur la mise à disposition de ce document. Et enfin, sur ce qui est prévu également sur la mise à disposition, l'enregistrement sur un portail numérique qui sera géré par les branches professionnelles. Pour terminer, et ça nous semblait également important de redire en quoi l'employeur était responsable en matière de prévention des risques, bien évidemment, mais en matière d'évaluation et de mesures de prévention. Parce que, comme je l'ai indiqué en début d'intervention, l'obligation d'évaluation et de prévention des risques incombe en premier lieu et en priorité à l'employeur, au titre de l'article L4121-1 du Code du travail. Important de redire toutefois que la sécurité et la santé des salariés incombent à eux-mêmes et à leurs collègues. Mais de préciser tout de suite que ça ne va pas exonérer l'employeur de sa propre responsabilité, l'idée étant de dire que les salariés doivent également prendre soin de leur propre santé et sécurité, mais pour cela doivent être informés, formés sur le sujet. Et on en revient à cette condition nécessaire d'information et de formation des salariés que je rappelais également en début d'intervention. Le manquement de l'employeur dans le cadre de l'évaluation des risques n'est pas sanctionné en tant que tel par une infraction pénale. On n'a pas d'infraction, défaut d'évaluation des risques. Toutefois, et surtout en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, on va apprécier sa responsabilité au regard des démarches qu'il aura entreprises dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels. Donc, s'il n'a jamais évalué le risque de chute, de glissade, et que malheureusement un salarié tombe, se blesse gravement, voire décède, on l'a vu, ce n'est pas juste une vue d'esprit, c'est une réalité, on va apprécier sa responsabilité au regard de l'évaluation qu'il aura conduite. Et dans ce cadre-là, pourront être retenus un homicide ou des blessures involontaires dans le cadre pénal, si l'employeur n'a pas conduit d'évaluation des risques, et au titre de la réparation, on pourra aller également sur la faute inexcusable si l'évaluation n'a pas été conduite correctement. Et puis, pour terminer, quand même, un certain nombre d'infractions pénales qui sont liées au dispositif que je rappelais sur la réglementation spécifique du risque de chute de plein pied. Donc, tout ce qui concerne les articles en R que je vous ai cités un petit peu rapidement, lorsque l'employeur est en défaut, en manquement sur ces dispositions, on a des infractions pénales qui existent, qui sont en général réprimées par le L4741-1 du Code du travail, qui prévoit une amende maximum de 10 000 € plus des peines complémentaires, avec un quintuplement possible de l'amende lorsque l'infraction est poursuivie à l'encontre des personnes morales. Pour terminer, quand même, une infraction qui existe sur le document unique en tant que tel, et ça, on a tendance à l'oublier, il existe un défaut d'établissement du document unique ou de mise à jour, qui est une contravention de 5e classe, donc avec un montant d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive.
et de noter voilà, possiblement une transaction pénale qui peut être conduite par la dette sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à ma collègue de l'AIST. Merci beaucoup, voilà, Emmanuel, de nous rappeler en fait les enjeux réglementaires et juridiques autour notamment de l'évaluation des risques. Ça, c'est important de le rappeler parce que le risque de glissade et de chute de plein pied qu'on va à présent dérouler sur les facteurs de risque, c'est bien un risque professionnel qui doit être inclus au sein du document unique. Donc, c'est important de rappeler ces obligations. C'est vrai que dans le Code du travail, le volet spécifique sur les chutes de plein pied, alors, comme vous l'avez dit, on n'a pas pléthore d'éléments, mais en tout cas suffisamment déjà pour prendre en considération ce risque-là. On va laisser la IST 83 faire sa présentation autour des facteurs de risque. Avec juste une petite introduction, nous qui intervenons beaucoup en entreprise sur la problématique des chutes de plein pied, et lorsqu'on regarde également les déclarations d'accidents du travail et notamment l'analyse de ces accidents par les entreprises, on constate que très souvent, ce qui est retenu par l'entreprise comme cause première de la chute, c'est le comportement, c'est la maladresse, c'est l'inattention ou le manque de vigilance du salarié, et c'est pour ça qu'il est tombé. Donc, résultat, en termes de mesures d'action, on est relativement limité avec rappel de la vigilance, rappel de mettre un pied devant l'autre et de faire attention à son environnement de travail. Donc, c'est en tout cas ce que nous, on constate aujourd'hui. Et donc, là, l'objet de votre intervention, c'est de démontrer que la problématique de chute de plein pied est bien loin d'être une problématique comportementale. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors moi, déjà, je vais vous rappeler la définition des chutes de plein pied. Donc, les chutes de plein pied sont des glissades, trébuchements, faux pas et autres pertes d'équilibre sur une surface plane. Il faut savoir que ces chutes de plein pied peuvent survenir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de vos locaux. Alors, tout d'abord, quels sont les facteurs de risque des chutes de plein pied? Alors, les facteurs de risque, ils peuvent être liés au contexte ou à l'environnement. Ils sont répertoriés au niveau national et ce répertoire permet d'identifier des facteurs de risque communs entre des accidents apparemment différents. Ils peuvent être multiples et classés en deux catégories. On peut avoir donc les facteurs de risque liés aux dispositions techniques et des facteurs de risque liés aux dispositions organisationnelles et aux actions de formation, information des salariés. Alors, tout d'abord, j'ai mis une liste qui n'est pas exhaustive sur les facteurs de risque liés aux dispositions techniques, dans lequel vous pouvez retrouver la glissance des sols, souillure des sols, aménagement des sols, dimensionnement des circulations, présence d'obstacles sur le sol, le type de chaussures de travail portées par vos salariés, la circulation autour des machines, l'éclairage des circulations, et la liste n'est pas exhaustive. Au niveau de la deuxième catégorie, des facteurs de risque liés aux dispositions organisationnelles et aux actions de formation des salariés. Donc, on doit toujours maintenir en état les sols, maintenir en état les équipements, prendre en compte des retours d'expérience sur les accidents et presque accidents. Des quarts d'heure sécurité peuvent être très efficaces en entreprise. La gestion de la coactivité des entreprises, la gestion des déplacements dans l'entreprise et surtout la formation des salariés et particulièrement l'encadrement vis-à-vis du risque de chute de plein pied. Les encadrants doivent forcément rappeler régulièrement les bonnes pratiques dans l'entreprise. Au niveau de l'analyse du risque de chute, donc vous faites une analyse en additionnant les facteurs de risque liés aux dispositions techniques avec les facteurs de risque liés aux dispositions organisationnelles. De là, vous allez faire une évaluation de votre risque et pouvoir mettre en place des actions de prévention. Au niveau de la démarche de prévention, vous allez en première étape définir un zonage, puis identifier en étape 2 les facteurs de risque, poursuivre par l'évaluation des risques, définir des mesures de prévention adaptées et les mettre en œuvre. Puis ensuite, on va surveiller si ce qu'on a mis en œuvre a été bien adapté ou non, si ça suffit à prévenir le risque, et sinon, on va reprendre à nouveau le processus pour essayer de supprimer, voire de diminuer ce risque. Alors, en étape 1, définir le zonage. Donc, on va définir des zones homogènes d'analyse dans l'entreprise et cette identification, elle va être menée sur des situations de travail réelles, des salariés dans toute l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez regarder les salariés travailler où eux vont être questionnés sur leur façon de fonctionner et cela sur toute l'année parce que quelquefois, il y a des risques qui vont être présents
qu'une seule fois au cours de l'année, mais il va falloir que ce soit noté dans l'évaluation des risques. Et on va tenir compte donc des deux catégories de facteurs de risque. Là, je vous ai mis un exemple où vous avez en orange donc les facteurs de risque liés aux dispositions organisationnelles dans 3 zones d'activité différentes de l'entreprise, puis l'identification des facteurs de risque liés aux dispositions techniques. En étape 2, nous allons identifier les facteurs de risque. Alors pour ça, vous pouvez vous aider de la grille d'aide d'identification des facteurs de risque de l'INRS. Là, j'ai mis également un exemple où en facteur de risque, vous avez la souillure des sols. En dessous, vous avez une liste de situations satisfaisantes pour l'INRS. Puis, à côté, vous allez vous retrouver avec 3 colonnes. Dans ces colonnes, vous allez devoir observer les situations qui sont satisfaisantes pour l'INRS par rapport aux situations que vous avez dans votre entreprise. Si la situation observée dans votre entreprise est identique à celle proposée dans la grille, vous pourrez marquer S pour satisfaisant. Par contre, si la situation observée dans votre entreprise n'est pas la même que celle listée, là, vous serez en NS, c'est-à-dire non satisfaisante, et une réponse NS va engendrer automatiquement un facteur de risque et nécessiter la mise en place d'une action de prévention. NA pour non applicable, donc ça ne nous sert pas à grand-chose au niveau de l'évaluation. Au niveau de l'évaluation des risques, et ça c'est ce que vous allez faire dans votre document unique d'évaluation, vous allez devoir effectuer en concertation cette évaluation. Donc, comme je vous le disais, questionner si possible les salariés ou leurs représentants pour apprécier la réalité des situations de travail. Attention, chaque facteur de risque identifié va devoir être évalué. Et cette évaluation, vous allez pouvoir la réaliser avec différents critères qui sont définis par l'entreprise. Donc, j'en ai mis quelques-uns, la fréquence, la durée d'exposition, la probabilité, la gravité, la multiplicité des facteurs de risque. Vous allez pouvoir les noter comme vous le souhaitez, mais en tout cas, au départ de votre évaluation des risques dans votre document unique, vous devez mettre quelle est la légende que vous allez utiliser et comment vous allez classer vos niveaux de risque. C'est-à-dire qu'un risque faible pourra être vert à niveau 1 et un risque élevé pourra arriver à un niveau 4 en étant rouge. Au niveau de l'évaluation des risques, par exemple, si on prend la fréquence et la durée d'exposition des salariés à ce facteur de risque, la question à poser aux salariés va être à quelle fréquence je suis exposé au danger ou quelle est la probabilité d'occurrence de ce danger. Et puis, nous allons utiliser donc le tableau qui est ci-dessous pour pouvoir classer cette fréquence. Donc, si elle est rare, on sera en classe 1. Si la fréquence passe en très fréquente, c'est-à-dire une fois par jour et plus, nous serons en classe 4. En deuxième critère, nous allons prendre la gravité des conséquences de la chute. Et donc, la question à poser aux salariés pourrait être quel dommage peut générer le danger auquel je suis exposé ou quelle gravité pourrait-on avoir avec un accident causé par ce danger. Là aussi, on va se baser sur un tableau qui va également classer la gravité avec une classe 1 qui est de niveau mineur, où là, on a une blessure bénigne, à la classe 4 qui peut aller jusqu'à la mort. De là, on va en trouver la priorité d'action qui va être le risque qui va être égal à la gravité par la fréquence. Et donc, la matrice va vous permettre de déterminer l'évaluation de la gravité et de la fréquence, et va vous permettre d'évaluer le risque s'il est modéré, moyen ou important. Bien sûr, tout ce qui va être en rouge va nécessiter une priorité d'action élevée. En étape 4, nous allons définir les mesures de prévention adaptées et les mettre en œuvre et les surveiller. Donc, ce choix entre les différentes mesures de prévention relève de la responsabilité de l'employeur. Attention, quand l'employeur va prendre des mesures de prévention, il va falloir qu'il réponde à un certain nombre de questions avant. Est-ce que cette mesure permet d'agir sur les causes à l'origine de l'apparition de ce facteur de risque? Est-ce qu'elle est stable dans le temps? Est-elle facilement intégrable dans le travail quotidien ou est-ce que ça va engendrer d'autres risques? Est-ce que quelle va être sa portée? Est-ce que ça va être sur un ou plusieurs postes? Quels sont les délais d'application? Est-ce qu'on met
tout de suite des actions ou non? Est-ce qu'on attend d'autres actions qui seront plus durables? Alors, toutes ces questions, il va falloir se les poser avant de mettre en place une prévention. Donc, au niveau des outils que vous avez à votre disposition, vous avez l'aide à l'identification des facteurs de risque, le plan d'action et la grille de surveillance. Donc, l'identification des risques avec la grille d'aide à l'identification, là, je reprends l'exemple de tout à l'heure, où vous avez le facteur de risque, les souillures des sols, à côté, donc, les situations observées dans l'entreprise, puis les observations que vous allez ajouter si les situations observées dans l'entreprise ne sont pas correctes. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, à ce niveau-là, déjà évaluer le niveau du risque. Après, vous avez le plan d'action, où là, vous reprenez les observations qui ont été faites, le niveau de risque que vous allez évaluer, quel type d'action vous allez mettre en place. Attention, pour chaque action, il va falloir prévoir une échéance, désigner un responsable qui va suivre la mise en place de cette action et à quelle date elle sera réalisée. Et pour finir, vous allez avoir la grille de surveillance où là, vous allez devoir évaluer les mesures de prévention qui ont été mises en œuvre et voir si ça correspond bien à ce qui était attendu au niveau de l'entreprise et que le risque a bien été pris en compte. Alors, si vous avez des difficultés au niveau de vos entreprises pour faire ces réalisations de documents uniques, sachez qu'au niveau des services de santé au travail, nous sommes là pour vous accompagner sur la réalisation de votre DERP. Je peux passer la parole à M. Bonzon. Merci beaucoup, Frédéric. Alors là, effectivement, la démonstration autour de cet outil de l'INRS permet une évaluation des risques exhaustive, en prenant en compte beaucoup de facteurs de risque, parce que ce qu'on est en train de vous démontrer, c'est qu'au niveau des facteurs de risque, ce n'est pas qu'une problématique comportementale, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont générateurs des problématiques de chute de plein pied. Alors c'est vrai que le risque de chute de plein pied, on est en train de le dire depuis le début, on est sur un risque où on est en situation dangereuse à plusieurs moments dans l'entreprise dès lors qu'on se déplace, puisque l'idée de la vitesse de notre déplacement est un élément qui effectivement nous expose à un risque de chute de plein pied. Et pour peu que ce déplacement se fasse sur un sol dégradé, mouillé, glissant, avec des obstacles, et pour peu qu'il n'y ait pas d'éclairage, forcément, on a noirci le tableau très rapidement, même si on est hyper vigilant, néanmoins, on a tout ce qu'il faut pour tomber à un moment ou à un autre. Bien, merci beaucoup. Alors, sur cet outil, on y reviendra parce qu'on a une bibliographie à vous proposer, parce que cet outil, il est en ligne sur le site de l'INRS et il est en téléchargement gratuit, mais on reviendra sur les documents autour des chutes de plein pied. Et puis, merci de rappeler que l'AIST 83, effectivement, accompagne les entreprises pour l'évaluation des risques. N'hésitez pas à recontacter votre médecin du travail. Alors, on va parler justement des mesures de prévention et on va s'apercevoir que le champ des possibles est très vaste, bien évidemment, et on a déjà un petit peu donné les pistes d'action possibles. On a une action possible sur l'espace de travail, ça c'est vraiment un des éléments à regarder. Alors, on a beaucoup parlé de la circulation, de la nature des sols, mais c'est vrai que tout ce qui va être aspérité, trous, obstacles, et puis cette petite marche souvent isolée, il faut les signaler visuellement. Combien de fois, des fois, on arrive dans une entreprise qui disent « attention, il y a une marche », parce que c'est vrai qu'on est au moment du déplacement, pas forcément en train de regarder ses pieds, mais dans un autre contexte. Donc, les voies de circulation, c'est important. L'implantation des équipements aussi, c'est important parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir circuler autour des équipements de travail. Alors, que ce soit les machines, mais que ce soit également dans les aspects administratifs, les espaces où on a des bureaux, il faut pouvoir circuler si on veut faciliter un petit peu le déplacement. D'autant que souvent, dans l'encombrement des sols, c'est vrai qu'on va retrouver aussi la problématique des goulottes, parce qu'on a des câbles qui passent un peu partout. Donc, les goulottes pour les câbles sont des éléments qui viennent perturber le mouvement. La fixation des tapis aussi, combien des fois les tapis, ça glisse. Et puis, on se prend les pieds dans le tapis, comme on dit souvent. Donc, l'encombrement des sols, ce sont des éléments aussi. Alors, quand je parle aussi des zones dédiées au stockage, pour les derniers accidents du travail que j'ai pu voir dans les entreprises, notamment la grande distribution, où on vient se cogner contre une palette au moment du déplacement. Donc, c'est vrai qu'on reporte tout sur le salarié et son comportement, mais néanmoins, on s'aperçoit que le stockage des palettes encombre les allées de circulation destinées aux piétons. Donc, la question est plutôt à se poser du placement des palettes au sein de ces allées de circulation.
Autre action, les sols. Et là, je laisserai Thomas voilà, dérouler l'histoire du nettoyage, parce que ça aussi, c'est important, le nettoyage des sols, aussi bien sur la prise en charge de la souillure qui vient d'être positionnée, mais aussi dans le nettoyage au quotidien de ces sols qui doit être entretenu. Souvent, on s'aperçoit que le sol devient glissant rapidement parce que les procédures de nettoyage ne sont pas adéquates. L'histoire du signalement du balisage de la zone, alors oui, ça, ce sont des éléments qui interviennent à un moment donné, mais de façon ponctuelle, pour signaler que c'est glissant. Et pour autant, et je pense que vous fréquentez un certain nombre d'établissements où on retrouve des cônes, est-ce que pour autant j'adapte ma vitesse au moment où j'arrive? Pas sûr, parce que cette information, je ne sais pas comment la traduire, ou parce que je ne l'ai pas vue, et puis la vitesse du déplacement reste identique, d'où la glissade qui peut arriver. Les revêtements de sol, je laisserai aussi Thomas parler des sols antidérapants, parce qu'on verra qu'il y a aussi matière sur ce sujet, en termes de classification. Et puis aussi la problématique des sols où on a des glissances différentes. On va prendre l'exemple de la restauration, où je suis dans un environnement en cuisine avec un sol antidérapant et je passe en salle, où là, la nature du sol est totalement différente. Mais moi, ma vitesse de déplacement, c'est la même. Donc, cette glissance de passer à j'accroche pas, c'est compliqué. D'ailleurs, vous le vivez, pour peu qu'on ait encore des hivers, je marche sur un sol qui est, je dirais, adhérent, et puis j'arrive sur une plaque de verglas. Donc, effectivement, cette glissance, elle arrive là, et c'est là où on tombe. L'action sur l'environnement de travail, l'éclairage. Alors, c'est vrai que souvent, on oublie cet éclairage qui peut être insuffisant et qui ne nous permet pas, justement, de voir les obstacles ou les trous au niveau du sol. Mais il faut que cet éclairage soit aussi suffisant et maintenu. Bruit et température, alors effectivement, ça intervient à un niveau dans l'accident du travail, mais ce sont des éléments qui vont diminuer les capacités d'attention du salarié. Il fait trop froid, il fait trop chaud, ce sont des éléments qui viennent perturber un petit peu l'attention de ce salarié. Donc, c'est important aussi de les prendre en considération lorsque vous analysez à la fois la situation de travail, mais quand vous analysez également l'accident du travail. Parce que dans l'accident du travail, c'est tous ces éléments-là qu'il faut questionner. C'est au moment de l'accident, comment étaient les sols, comment était l'espace de travail, comment était l'environnement de travail, avant de dire que le salarié n'a pas fait attention. Donc ça, c'est important de regarder. Pour terminer sur les mesures de prévention, il y a bien évidemment l'organisation du travail. Tu évoquais, Frédéric, l'idée de l'entretien des équipements de travail. C'est vrai que les fuites, au niveau des fuites d'huile sur les équipements de travail, sur des éléments comme ça, sont importants de prendre en ligne de compte. La problématique du déplacement, c'est de poser aussi la question de est-ce qu'il y a un intérêt à se déplacer? C'est souvent le cas lorsqu'on met des photocopieuses dans le fond des couloirs ou des choses comme ça, de se dire est-ce qu'on ne peut pas limiter ces déplacements, qui d'autant plus n'ont pas peut-être de plus-value dans le travail, mais en tout cas, il faut pouvoir un peu optimiser ces déplacements et savoir s'ils sont utiles. Limiter les déplacements avec port de charge manuelle, parce que ça aussi, c'est un élément, c'est quand on a une charge dans les mains, on ne voit pas où on met les pieds, on ne voit pas l'encombrement, on ne voit pas l'obstacle qui est devant. Donc ça, c'est important aussi de se pencher là-dessus. Il y a des organisations aussi qui, aujourd'hui, génèrent des problématiques de ce qu'on appelle le fini-parti. C'est-à-dire, dès lors que j'ai fini mon travail, je peux quitter mon poste de travail. Et bien ça fait une augmentation, en tout cas, ça contribue à l'augmentation des vitesses de déplacement et des prises de risques. Donc, cette organisation est plutôt délétère dans la problématique des déplacements de plein pied. Mettre à disposition des moyens de nettoyage et de signalisation temporaire, ça aussi c'est important, c'est au moment où on renverse quelque chose, c'est pouvoir réagir rapidement avec de l'absorbant, avec des éléments comme ça, et puis de pouvoir le signaler. Sur les EPI, alors pareil, Thomas, je le laisserai développer l'histoire des chaussures de sécurité, c'est d'adapter les chaussures de sécurité, bien évidemment, en fonction des souillures possibles au sol, et on va voir qu'il y a une classification au niveau de tout ça. Pour terminer, l'action de formation et d'information, c'est un champ aussi à explorer. Bien évidemment, à la fois de donner des consignes autour, par exemple, de l'utilisation du téléphone. C'est vrai que utiliser le téléphone en marchant fait qu'on est attentif à la conversation et surtout pas au déplacement qu'on est en train de faire. Donc, ne pas téléphoner en marchant, ça, c'est une règle aussi à adopter au sein des entreprises. Les chaussures, on y reviendra. Et puis, bien évidemment, c'est communiquer auprès des salariés sur la politique que vous menez en termes d'évaluation des risques, expliquer pourquoi on doit maintenir les voies de circulation dégagées et autres. Voilà l'ensemble, en tout cas, des champs sur lesquels on peut agir en matière de prévention.
Et je vais laisser maintenant le soin à Thomas, justement, d'aller un peu plus dans le détail sur la problématique de la glissance. Et je laisse le soin à Thomas d'y aller. Alors, par contre, Thomas, tu n'as pas la main sur ton diaporama, c'est nous qui avons la main. Donc, c'est vrai que je t'invite à me préciser lorsque je dois passer sur les... Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais, oui, effectivement, vous faire un petit focus sur le risque de glissade et la glissance des sols. La glissade, c'est une fuite du pied en avant lors de la pose du talon. La glissade implique nécessairement la présence d'un polluant, que ce soit un polluant gras ou de l'eau, on peut avoir aussi également cette situation avec des pulvérulents, des poudres, des billes, de la farine, etc., qui peuvent effectivement générer une glissade du fait de la présence de ce polluant sur le sol. Si on n'a pas de polluant, si on n'a pas de s'il n'y a rien sur le sol, si tout est sec, on n'a pas finalement de risque de glissade. Isabelle vous l'a évoqué tout à l'heure, les risques de glissade représentent plus de 20% des accidents des chutes, les chutes de plein pied représentent plus de 20% des accidents et les risques de glissade représentent parmi ces 20% plus de 10% des accidents. Et en particulier dans l'agroalimentaire. Alors, je vous ai mis une petite vidéo, on va la regarder si vous voulez bien. Je crois qu'on n'aura pas le son, donc je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, dans cette vidéo, on a le monsieur qu'on peut voir. Je ne sais pas si tu peux la lancer, Isabelle, la vidéo. La lance, d'accord. Le monsieur demande à la dame donc qu'est-ce qu'elle a prévu pour son voyage de noces. Et donc, elle raconte qu'elle va partir à la Barbade pendant 2 semaines, que c'est un peu le rêve de sa vie, quoi. Voilà. Et donc, lui, on voit là, il renverse de l'huile sur le sol. Il va pour le nettoyer. Hein, il va pour nettoyer la souillure. Et puis, le chef l'appelle et lui demande amène-moi ça tout de suite. Donc, il apporte quelque chose au chef. Et puis, le chef demande à la dame de lui apporter aussi quelque chose et elle glisse et donc c'est l'accident. Donc, on parlait tout à l'heure des comportements et effectivement, quand on est dans ce genre de situation, le comportement, il a très peu d'influence. Ils ont répondu aux consignes de leur chef qui leur demandait le plus rapidement possible de réagir, d'amener de travailler. Et donc, l'accident s'est produit, même si la personne avait le bon comportement. Il a essayé de nettoyer le sol au moment où il l'a souillé, mais malgré tout ça, vous voyez, il y a eu quand même un accident. On peut passer sur la diapo suivante. Donc, le Code du travail, Monsieur Joly vous en a parlé tout à l'heure. Effectivement, les 2 articles, je les ai remis ici avec les préconisations qui sont données dans le Code du travail. L'objectif, c'est une obligation de résultat. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est effectivement que sur les lieux de travail, ces prescriptions soient bien respectées. Donc, ce qui est important en ce qui concerne les chutes, et en particulier les chutes de plein pied, c'est de bien prendre en compte ce risque lors de la conception et de l'aménagement des zones de travail, d'un point de vue de la conception des locaux, de la conception des zones de circulation, en séparant autant que possible les piétons et les équipements de manutention, d'un point de vue organisationnel, en évitant autant que possible les actions d'urgence et l'interférence des activités qui représentent des facteurs aggravants de risque de chute. C'est un peu ce qu'on vient de voir à l'instant dans la vidéo. Et d'un point de vue environnemental, Isabelle en a parlé tout à l'heure, l'éclairage, les conditions climatiques adaptées, les niveaux sonores les plus bas possibles, etc. Voilà. De nombreuses chutes, on l'a dit, ont comme élément principal un revêtement de sol particulièrement glissant. Donc, le choix du revêtement de sol, il est primordial. En ce qui concerne donc les mesures de prévention technique, ça a été évoqué tout à l'heure, le choix d'un revêtement de sol adapté, antidérapant. Ça, c'est
j'ai envie de dire, le prérequis. Hein. C'est là-dessus qu'on va avoir l'action la plus pérenne, je dirais. Ensuite, la suppression du polluant, donc supprimer les fuites, les écoulements ou les projections de liquide ou d'aérosols gras en particulier, par le biais de la maintenance, par le biais de signalement. Privilégier la reprise de polluants, par exemple, si on est dans une activité d'usinage par l'aspiration des brouillards d'huile. Séparer les zones de circulation des zones polluées, c'est l'exemple des bacs de rétention. Éviter les transferts de pollution des piétons et des engins avec des moyens techniques, hein, avec des tapis permettant de s'essuyer qui soient intégrés dans le sol, avec voilà, des systèmes de grilles qui permettent d'éviter les transferts de polluants. Et puis, le dernier point qui est disons, très important également, c'est de bien nettoyer les sols, de prévoir un nettoyage régulier des sols. Alors, il y a des activités dans lesquelles, au moment où on a une souillure, on va pouvoir se permettre de nettoyer le sol tout de suite. Mais par exemple, on l'a vu dans l'exemple de la restauration, lorsqu'on a une souillure, on ne peut pas toujours nettoyer tout de suite. Quand il y a un coup de feu, voilà, quand on travaille, je l'ai évoqué à l'instant, quand on travaille un petit peu dans l'urgence comme ça, nettoyer la souillure au moment où elle se produit, ben, ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est pour ça que le choix du revêtement de sol est particulièrement important. On peut passer sur la diapo suivante. Voilà. Donc, en ce qui concerne la qualification des revêtements de sol, un revêtement de sol antidérapant est prévu pour éviter une glissade en présence même d'une souillure. Donc, il y a 2 méthodes pour qualifier ces sols et je vais vous en parler parce que effectivement, après, c'est important par rapport à la prescription, par rapport au choix du revêtement de sol qu'on va faire. Donc, il y a une méthode qui classifie les sols et celle-là, on la retrouvera, c'est la norme allemande et une norme française aussi, la norme française 16165. C'est celle qui sera reprise principalement par les fabricants sur les paquets de carrelage ou sur leurs fiches techniques. C'est la méthode de mesure avec un plan incliné. En fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on positionne, vous voyez, une personne sur un plan incliné avec le revêtement de sol, un échantillon du revêtement de sol, et on augmente la pente au fur et à mesure jusqu'à ce que la personne glisse. Voilà. La deuxième méthode, c'est une méthode qui permet de faire des mesures sur échantillon, mais également in situ. Et c'est la méthode de la roue freinée avec l'appareil jaune que vous voyez, que l'on vient pousser sur un échantillon de sol ou sur le sol sur site pour mesurer un coefficient de glissance. Voilà. Donc, je vous en parlais, le plan incliné, c'est uniquement des mesures sur échantillon. Ces mesures peuvent être faites à l'huile. Dans ce cas, on parle de PC, pied chaussé, ou à l'eau, pieds nus. Ça aboutit à une classification, voyez, de la classe PC6 à la classe PC35, PC35 étant le plus adhérent, j'ai envie de dire, le moins glissant. Vous avez l'équivalence par rapport à la classification de la norme allemande, qui est celle qui est la plus répandue et qui est celle que l'on retrouve le plus souvent sur les fiches techniques ou sur les paquets de carrelage. C'est une classification qui va de R9 jusqu'à R13, R13 étant l'équivalent de PC35, qui est donc le revêtement de sol, le carrelage qui sera le plus adhérent. Donc, la seconde méthode, c'est la méthode de la roue freinée. Donc, celle-ci, elle peut se faire sur échantillon et sur site avec de l'huile exclusivement. Elle permet de mesurer le coefficient de frottement dynamique directement. C'est le coefficient MUD et plus il est élevé et plus le sol est antidérapant. Pour qu'un sol soit antidérapant, bien évidemment, on parle de polluants gras, hein, de l'huile.
il faut que de l'huile ou tout autre polluant que l'on peut retrouver dans l'agroalimentaire, hein, il faut que le coefficient MUD soit supérieur à 0,3 pour que ce sol soit considéré comme antidérapant. Donc, dans l'agroalimentaire, c'est ce coefficient MUD qui va faire référence. Voilà. Donc, les outils par rapport à la classification des locaux et le choix finalement du type de carrelage ou de résine ou de revêtement de sol qu'on va mettre en place, du point de vue de la glissance, vous avez une norme qui est la norme NFP 05011 qui date de 2019 et qui classe les locaux en fonction de la résistance à la glissance. C'est-à-dire, vous allez avoir, disons que vous travaillez, je ne sais pas, dans un restaurant, et vous allez prendre cette norme et elle va vous dire, voilà, en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez, dans le restaurant, etc. Bon, là, on a l'exemple zone extérieure d'accès, escalier, rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, etc. Voilà, et vous allez avoir en face une classe PC, donc revêtement de sol, classement du sol, pied chaussé, avec un indice et que vous allez pouvoir retrouver sur la fiche technique de votre fabricant ou être du moins en mesure de demander au fabricant. Pour ce qui est des locaux agroalimentaires, alimentaires et agroalimentaires, systématiquement dans la norme, il sera fait référence à ce coefficient MUD, donc qui est mesuré avec la roue freinée et qui doit être supérieur à 0,3. Les fabricants sont également en mesure de vous dire si leur revêtement permettra de répondre à cette exigence. L'autre outil, c'était la diapo précédente, pardon. L'autre outil, ça a été évoqué par Isabelle tout à l'heure, donc c'est la recommandation R462, je vous en parlerai tout à l'heure, et à laquelle est associée une liste de revêtements de sol qui a été éditée par la Caisse nationale d'assurance maladie et qui vous permettra de vous assurer également que votre revêtement de sol correspond bien à l'exigence MUD supérieure à 0,30. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc la recommandation, elle a été éditée par le CTND, Comité technique national de l'alimentaire, pour tous les locaux de l'alimentaire et de l'agroalimentaire. Elle préconise donc pour ces locaux des critères d'hygiène, des critères d'aptitude à l'utilisation en prenant en compte les contraintes thermiques, chimiques, physiques, mécaniques et de nettoyage et de désinfection, et bien évidemment les critères antidérapants. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, un sol possède cette caractéristique dès lors qu'il présente un coefficient de frottement dynamique supérieur à 0,30. Donc la liste, voilà, je vous ai mis une petite photo de la première page de cette liste qui est disponible sur Internet. L'édition en cours, c'est celle d'avril 2022, hein, les remises à jour régulièrement. En fait, cette liste, elle a été mise à disposition par la CNAM parce que effectivement, les employeurs, les entreprises avaient des difficultés à savoir si finalement les sols vers lesquels ils allaient se tourner, vers lesquels ils allaient choisir, correspondaient aux critères. Donc, en fait, la CNAM, pour faciliter ce travail, a édité une liste avec des revêtements de sol qui ont été évalués et qui correspondent bien évidemment à ce critère. Donc, ça veut dire que ça sous-entend que les fabricants qui veulent que leur sol soit référencé dans la liste doivent faire la démarche de faire évaluer leur sol. Au début, c'était évalué par les services des CARSAT et de l'INRS. Maintenant, il y a le CERIB qui fait ce travail-là. Une fois qu'ils sont évalués et qu'ils ont donné satisfaction, ils peuvent rentrer dans la liste. Et cette liste, elle est remise à jour régulièrement. Donc, ceci étant dit, une fois que, on a dit ça, on a une liste de revêtements de sol qui correspondent à ces critères de MUD supérieur à 0,30.
il y a quand même des points de vigilance sur lesquels il faut il faut faire attention. Que ce soit pour un carrelage ou pour une résine, la qualité du travail du poseur, elle est primordiale. En ce qui concerne les carrelages, le type de joint, en fonction des produits chimiques qu'on va utiliser pour nettoyer. Mais surtout, la pose et le nettoyage en fin de chantier, c'est primordial. En fait, le problème, c'est que lorsque l'on pose lorsqu'on met du joint, si on tartine partout sur le carrelage, et en particulier sur les joints époxy, si le nettoyage n'est pas fait au fur et à mesure de la pose, s'il n'y a pas un nettoyage rigoureux en fin de chantier, finalement, la matière qui constitue le joint va venir finalement colmater, va venir créer une surface par-dessus le carrelage qui sera très difficile à enlever avec des moyens de nettoyage classiques, hein, puisque après, derrière, en utilisation quotidienne, on utilise des détergents qui ne sont pas forcément les mêmes et pas forcément aussi puissants. On n'arrivera jamais à rattraper ce carrelage. Voilà. Donc la pose et la qualité du travail de la pose est essentielle. C'est également vrai pour les résines pour des raisons différentes, et en particulier sur les résines multicouches, qui sont quand même la grande majorité de ce qui est utilisé par les poseurs. La question des résines multicouches, c'est que la charge, finalement, ce qui fait le grain, ce qui fait l'accroche, est amené de manière manuelle. Donc, il faut que ça soit fait avec une grande maîtrise et que ça soit amené de manière le plus homogène possible, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque ce n'est pas fait correctement, on peut avoir des endroits où le revêtement de sol va être glissant et d'autres endroits où on va avoir beaucoup d'accroches. Le timing est fondamental. Donc là, effectivement, la qualité du travail du professionnel qui vient poser cette résine, il est essentiel. Dans la liste de la CNAM, vous avez pour chaque type de résine des poseurs qui sont référencés et qui ont démontré qu'ils maîtrisaient le process. Un autre point de vigilance, c'est le respect des pentes pour favoriser les écoulements d'eau en particulier, éviter les stagnations, etc. Il y a également un point qui est important, il faut soigner tout ce qui est jointure, bordure, remontée de mur, les joints sur les grilles, sur les changements passements de portes, etc. Parce que effectivement, après, si c'est mal fait, on a une dégradation finalement assez rapide, en particulier sur les résines, et du coup, un sol dégradé avec des trous, des bosses, etc. Et ça, c'est catastrophique. Un point qui peut être intéressant, j'en ai parlé ici, c'est l'utilisation des socles maçonnés. Alors, les socles maçonnés, comme on peut le voir dans l'exemple de cette cuisine, mais ça peut être aussi utilisé dans d'autres domaines, hein, dans l'agroalimentaire, mais également, je pense, dans d'autres domaines où finalement on a des machines et où on ne veut pas que les polluants viennent se retrouver sous les machines, c'est d'avoir finalement, on fait un socle d'une certaine hauteur qu'on va venir, sur lequel on va venir faire une bordure en carrelage ou en résine, ce qui évite d'avoir à nettoyer sous les machines, sous les plans de travail. Et donc, ça facilite le nettoyage et derrière, ça limite aussi les troubles musculo-squelettiques. Donc, on parle de nettoyage. Et le constat qu'on peut faire, c'est que le principal argument qui est invoqué par les responsables et les salariés des petites structures en particulier pour refuser la pose des sols antidérapants, c'est que ce sont des sols qui sont plus difficiles à nettoyer. Alors effectivement, si on n'a pas de protocole de nettoyage, si on n'a rien de particulier sur le nettoyage, si on se contente
tente de passer un coup d'eau, un petit peu de désinfectant et de passer la raclette là-dessus, oui, on va faire le même constat. Ça va être difficile, voire impossible de nettoyer correctement un revêtement de sol antidérapant dans ces conditions-là. Il y a un autre argument qui est la réticence des contrôleurs des services vétérinaires. Alors, je pense que ça, c'est également un argument qui est un petit peu détourné. La liste, par exemple, la liste des revêtements qui a été éditée par la CNAM a été éditée en collaboration avec Agrobat et il y a des critères d'hygiène qui ont été pris en compte là-dessus. Donc, il y a pléthore d'entreprises qui utilisent ces revêtements de sol et qui n'ont pas du tout de problème avec les services vétérinaires, y compris dans l'agroalimentaire où on a des contraintes fortes de ce point de vue-là. Donc, le protocole de nettoyage, j'en parlais, il doit prendre en compte les 4 facteurs indispensables à l'obtention d'un bon résultat. Je vous le présente sur la diapo suivante, c'est le cercle Sinner. Donc, ces 4 facteurs-là, ils sont d'égale importance pour l'obtention d'un résultat optimal pour le nettoyage. Il faut l'utilisation de l'eau chaude ou d'un nettoyeur vapeur, l'utilisation d'un détergent, d'un décapant, d'un détartrant. Très important, le choix du produit chimique qu'on va utiliser pour nettoyer. Il faut qu'il soit adapté au revêtement de sol et adapté à la souillure également. Voilà. Je vous en parlerai tout à l'heure, il ne faut pas confondre un produit désinfectant et un produit dégraissant ou détartrant ou décapant. Ce n'est pas la même chose. Il y a des produits qui répondent aux 2 exigences, mais il faut être vigilant là-dessus. Le 3e point, c'est le temps de l'opération. Donc, il faut laisser agir les produits en général. Un produit de nettoyage que l'on vient appliquer et que l'on vient enlever tout de suite, il n'a pas le temps d'agir. Voilà. Donc, si on veut qu'il y ait cette action de dissolution des graisses, des souillures, etc., il faut le laisser agir. Et puis, le dernier point très important, c'est également l'action mécanique. La raclette, c'est rarement suffisant. Et puis, ça peut aussi générer en plus des troubles musculo-squelettiques. L'idéal, c'est d'avoir une monobrosse, un balai frottoir, un nettoyeur haute pression, etc. Voilà. Des moyens mécaniques qui permettent de supplémenter juste l'action mécanique, j'ai envie de dire physique, quoi. Voilà. Donc, la réalité, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'en général, il y a 1 à 2 facteurs qui ne sont pas respectés ou pas compensés. En particulier, je l'évoquais tout à l'heure, le temps d'action du produit ou l'utilisation d'un produit efficace. Un autre paramètre qui est généralement difficilement maîtrisé, c'est la concentration des produits chimiques qui sont utilisés avec les centrales de nettoyage. Et je le disais, la raclette ne permet pas une action mécanique efficace. Donc, en ce qui concerne l'action mécanique, je le disais, privilégier un nettoyage mécanique à un nettoyage manuel, une monobrosse, une autolaveuse, une centrale moyenne pression. Il existe même des monobrosses qui sont petites, maniables et qu'on peut utiliser facilement dans des endroits exigus. Les facteurs qui sont à prendre en compte, c'est la pression sur la brosse. Généralement, c'est lié un petit peu au poids de l'équipement. Le type de brosse, la vitesse de rotation de la brosse. Attention au type de brosse. On a déjà vu des monobrosses avec des brosses tellement dures qu'elles finalement polissaient le revêtement de sol. Donc, on se retrouvait avec un revêtement de sol qui était antidérapant, qui était correct à l'origine, mais qui était complètement lisse au bout de quelques semaines, voire quelques mois, parce que cette brosse était tellement dure qu'elle venait arracher finalement la matière qui faisait l'antidérapance. On peut passer à la suivante. Le point suivant, c'est donc l'action chimique. J'en parlais, je vais aller assez rapidement là-dessus. Attention, un dégraissant n'est pas un désinfectant et un désinfectant n'est pas un dégraissant. Voilà. Pour bien nettoyer un sol, il faut le dégraisser.
Après, l'action désinfectante, c'est également important, en particulier dans l'agroalimentaire, et on en parlait par rapport au service vétérinaire tout à l'heure. Il faut avoir une action désinfectante, mais on ne peut pas se passer d'une action voilà, dégraissante, désincrustante finalement. Voilà. Diapo suivante, voilà, la température. La température, elle permet d'obtenir une meilleure efficacité de nettoyage. Pour les produits basiques, il est essentiel de ne pas utiliser de l'eau avec une température supérieure à 50 degrés sous peine de rendre inopérants les tensioactifs. Donc, la température qui semble être un bon compromis pour faire un nettoyage, c'est aux alentours de 40 degrés. Voilà. Et s'il y a un rinçage, c'est recommandé de effectivement utiliser de l'eau chaude. Voilà. Le temps d'application, là, j'ai envie de dire, en général, il faut minimum 10 minutes. La meilleure des choses, c'est quand même de regarder les notices, de consulter les fabricants, voilà, pour savoir effectivement quelle est la meilleure durée d'action. Mais 10 minutes, c'est une bonne règle du pouce, quoi. Voilà. Et puis voilà, je vous ai mis ici un exemple de protocole de nettoyage avec les différentes étapes pour nettoyer un sol antidérapant, retirer les plus grosses salissures, le trempage du sol, application d'un produit avec central ou un monobrosse, un temps d'application qui soit supérieur à 10 minutes du produit, où on le laisse agir, le passage de la monobrosse avec une action mécanique et aspiration du produit, et une passe supplémentaire en cas de produit de désinfection séparé du produit de nettoyage. Voilà, donc le dernier point pour terminer sur les chaussures de sécurité. Alors, les normes sur les chaussures de sécurité ont évolué. La résistance à la glissade est aujourd'hui considérée comme une propriété fondamentale pour les 3 types de chaussures: chaussures de sécurité, chaussures de protection et chaussures de travail, qui correspondent à 3 normes différentes. Auparavant, on avait un marquage SRA, SRB et SRC qui reprenait l'ensemble des marquages SRA et SRB, en fait, qui correspondaient à des essais qui étaient menés avec 2 types de polluants différents, le lauryl sulfate de sodium et la glycérine. Aujourd'hui, on a un marquage, une exigence essentielle finalement qui est intégrée pour tous les types de chaussures, que ce soit chaussures de sécurité, protection ou chaussures de travail. Cette exigence, ça correspond à la résistance à la glissance sur le polluant lauryl sulfate de sodium. Pour la glycérine, on a un marquage additionnel qui est le marquage SR. Donc, si vous voulez effectivement avoir des chaussures de sécurité, de protection ou de travail qui soient vraiment le plus résistant possible à la glissance, il est conseillé de s'orienter vers des chaussures qui sont désormais notées, marquées SR. Voilà. Et je vous ai mis sur la diapo suivante le type d'affichage que vous retrouverez avec les exigences en fonction des normes et des critères que vous avez sur les différents types de chaussures, en particulier chaussures de sécurité ou de protection. Voilà, donc avec la résistance à la perforation, la pénétration et l'absorption de l'eau, etc. Résistance à l'eau de la chaussure entière, etc. Voilà, donc vous avez ce marquage et on voit que le marquage additionnel résistance au glissement sur les sols céramiques et huileux, vous l'avez en bas à gauche avec le marquage SR ici. Voilà. Et j'en ai terminé et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Thomas de toutes ces précisions. Alors effectivement, très vaste sur le nettoyage, la nature des sols et puis également les chaussures de sécurité avec ce nouveau marquage qui vient d'arriver, peut-être où personne n'était au courant de cette nouvelle annotation. Alors on a plusieurs questions qui nous sont arrivées, alors, notamment une question que
vers Emmanuel Joly. On a évoqué le portail numérique pour le document unique. Alors, on en est où? Alors, en effet, la première question qui est posée, c'est à partir de quand alors, on va dire depuis la loi Santé au travail de 2021, alors j'ai plus le calendrier d'application en tête, mais aujourd'hui, ce serait d'application. Simplement, on a pris du retard dans la mise en place de ce portail. Alors, comme vous l'avez peut-être lu, ou je l'ai dit peut-être très rapidement, c'est pas un portail qui est géré par un service de l'État ou par ou la CARSAT ou un autre intervenant. Ce sont les organisations professionnelles d'employeurs et des salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Donc, ce sont les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés qui doivent mettre en place ce portail. Alors, on vous répondra peut-être plus précisément sur le calendrier, mais aujourd'hui, on n'a pas encore le portail à disposition. Donc, ce sera bien évidemment connu lorsque ce sera applicable et que ce sera à disposition. Bien évidemment, vous ne serez pas inquiété de votre dépôt de DDURP sur ce site puisqu'il n'existe pas. Donc, bien évidemment, il y a une communication qui sera faite sur le sujet. Bon, très bien. Donc, on est en attente de ce portail numérique. Thomas, des questions pour toi. Différence entre chaussures de sécurité, de travail et de protection. Déjà, c'est qu'elles répondent à des normes différentes. A priori, d'après ce que j'en sais, et j'en sais pas grand-chose, je dois dire que je suis pas un grand spécialiste des chaussures de sécurité. Moi, je m'intéresse plutôt à la protection collective qu'à la protection individuelle. Mais d'après ce que je sais, c'est que les chaussures de travail ne possèdent pas d'embout de sécurité. Les chaussures de protection, elles possèdent un embout de protection qui offre une résistance à un choc. Et les chaussures de sécurité, elles ont, elles, un embout de sécurité, mais qui offre cette fois-ci une résistance à un choc supérieur. Les chaussures de protection, c'est 100 joules et les chaussures de sécurité, c'est 200 joules. Voilà. Mais tout ça n'a pas grand-chose à voir avec la glissance, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est justement l'aspect en fonction des risques auxquels on est confronté. Une aide ménagère, on ne va pas équiper l'aide ménagère d'une chaussure de sécurité, mais voilà, de chaussures plutôt de protection qui soient adaptées à son activité. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes risques. Tu as raison, tout à fait. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir tout le diaporama? Oui, ça vous l'aurez, il n'y a aucun problème. Il y a eu beaucoup de questions au moment des inscriptions et il y a notamment, je pense qu'on y a répondu au travers de tout ceci. Il y a une question qui est la prise de poste de nos chauffeurs se fait dans les locaux de notre client. Quelles sont nos obligations ou moyens d'action sur les problématiques chute de plein pied? Alors, quelle réponse on peut donner effectivement à l'entreprise? Alors, j'aurais une première réponse, encore une fois, réglementaire. Excusez-moi pour cette approche, mais après on pourra peut-être développer d'un point de vue pratique. D'un point de vue réglementaire, si vous avez des chauffeurs, j'entends que vous êtes une entreprise de transport, j'imagine. Donc si vous intervenez comme entreprise de transport chez un de vos clients, enfin vos chauffeurs interviennent dans l'entreprise cliente, vous aurez normalement un protocole de sécurité. Voilà, donc cette question du risque de chute, mais pour l'ensemble des risques que va induire la présence de vos chauffeurs dans l'entreprise d'accueil doit être réglée par le protocole de sécurité. Si vous n'êtes pas entreprise de transport, mais que vous êtes une entreprise intervenante dans une entreprise d'accueil, vous aurez un plan de prévention. De même façon, un plan de prévention qui devra prendre en compte les risques induits par cette coactivité. Et bien évidemment, le risque de chute devra être pris en compte parce que votre activité chez le client et inversement, votre présence chez lui va induire effectivement peut-être un sur-risque de chute de plein pied. Ça ne doit pas être pris en compte dans ces documents. C'est vrai que c'est la réponse réglementaire. En tout cas, plan de prévention et de protocole de sécurité sont deux documents d'évaluation des risques dès lors qu'il y a des problématiques d'interférence de coactivité et qui permet d'intégrer le risque de glissade et chute de plein pied, bien évidemment. Ils doivent également l'intégrer dans leur document unique. Et également le document unique, on repasse au document unique pour l'évaluation des risques et l'intégration dedans. Pour terminer, on a cité beaucoup de documents, hein, des références notamment vers l'INRS, sur des normes, sur des recommandations. Donc, dans le diaporama, vous avez l'ensemble de ces documents
auquel on a fait référence et que vous pouvez retrouver et télécharger, je le dis bien gratuitement, que ce soit sur le site de l'INRS, mais également sur le site amélie.fr de l'assurance maladie. Vous pouvez retrouver l'ensemble. Donc, on arrive au terme de notre webinaire. Isabelle, il y a une question. Oui. J'ai vu en ce qui concernait le carrelage, on me demandait si la finition des joints, enfin, je pense que la personne n'a pas forcément bien compris, peut-être je me suis mal expliqué. Elle demande si cela impacte l'aspect antidérapant ou seulement l'aspect visuel. Oui, ça peut impacter l'aspect antidérapant. Si on a un joint type joint ciment et qu'on n'a pas un décapage de la laitance qui est fait au moment à la fin des travaux, effectivement, on perd des propriétés antidérapantes du carrelage. Si on a un joint époxy et que effectivement ça a été pas bien posé, que ça a été un petit peu tartiné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur le carrelage, là également on perd les propriétés antidérapantes et en plus on aura un carrelage qui sera beaucoup plus difficile à nettoyer au quotidien. Voilà. Merci pour cette précision, Thomas. Alors, sur ces quelques minutes qui nous restent, juste, en tout cas, faire un grand remerciement à Emmanuel Joly, à Frédéric Fontaine, à Thomas Bonzon, mais également à Philippe Lemaire et Stéphanie Broguet, qui nous reçoivent et qui nous assurent notre logistique. Vous dire également que notre prochain rendez-vous Santé Sécurité au Travail sera en présentiel. Nous allons retenter un présentiel sur une thématique qui nous touche tous, qui est la désinsertion professionnelle, le maintien, le retour dans l'emploi. On sera dans ce rendez-vous en présentiel plutôt sur la semaine du handicap européen qui se déroulera au mois de novembre. Donc, vous aurez l'occasion de retrouver notre invitation et de pouvoir cette fois-ci vous rencontrer en face à face avec l'ensemble des partenaires. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci de votre attention. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.